Bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Miquette, l'émission qui fait rimer hémoglobine et pop culture. Aujourd'hui direction l'Utah, chez la famille Frankie. Avec sa voix douceâtre, sa robe haute couture jaune et ses cheveux bruns parfaitement plaqués, Nara Smith, 24 ans, prépare un Capri Sun maison pour ses 3 enfants. Avec ses 11,5 millions d'abonnés sur TikTok et son mari mannequin, elle m'hypnotise. Comment Nara Smith fait pour trouver le temps de poster ses edits, de se maquiller, de s'occuper de ses mômes, le tout sans tacher ses fringues à 7 SMIC? Ce qui m'obsède encore plus, c'est les indices qu'elle distille dans ses vidéos. Ici, un plan de coupe sur un livre noir, là, les fameux sous-vêtements de l'église, parce que Nara Smith fait partie de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la LDS, l'église mormone. Et depuis que je la suis, je me suis fait aspirer par un vortex mormon sur TikTok. Un compte suggéré, puis deux, elles s'appellent Ballerina Farm ou Brooklyn et Bailey. Elles ont des enfants au prénom biblique, des cheveux comme dans des pubs, des robes à fleurs parfaitement repassées et un mari qui lit les écritures à haute voix chaque soir. Elles vivent dans l'Utah, mangent des cookies géants, filment leur routine du dimanche et prônent des valeurs d'un autre temps. À l'époque, je les suivais comme on regarde une série. Je sentais que la chute allait arriver. Et à l'été 2023, au milieu d'un feed rempli de pain au levain et de pique-nique en tablier Vichy, mon algo me plonge dans l'horreur. Les images d'un enfant squelettique, pieds nus, des marques suintantes autour de ses poignets et de ses chevilles, le visage caché, il sonne chez un voisin. La caméra de surveillance filme la scène. Sur le perron, l'homme qui accueille le petit garçon lui demande son nom. Il donne alors celui de sa mère, Ruby Frankie, 6 enfants, 2 millions d'abonnés sur YouTube, la superstar des mamans mormones. Et moi, je perds pied, parce que je la connaissais, Ruby. Enfin, je pensais à force de m'enfiler ses vlogs par dizaines. Pourquoi ça a basculé ? Comment une image aussi proprette peut-elle cacher un tel cauchemar? Et surtout, combien d'autres Ruby Frankie existent encore sur mon feed? Avant les menottes, avant la prison, il y avait 8 Passengers, la chaîne YouTube de la parfaite mère mormone. Ruby Frankie, née Griffith, grandit dans l'Utah, au sein d'une famille mormone très pratiquante. Fondée au début du 19e siècle par un certain Joseph Smith, qui affirme avoir reçu la visite de Dieu et de Jésus dans son jardin, l'église mormone est aujourd'hui l'une des religions les plus influentes aux États-Unis. On parle de 16 millions d'adeptes dans le monde, dont plus de 6 millions rien qu'aux USA. Ruby suit un cursus en sciences sociales à l'université Brigham Young, bastion de l'église. Elle rencontre Kevin Frankie, futur professeur d'ingénierie. Ils se marient jeunes. Rapidement, Ruby devient mère, puis mère au foyer, puis mère de 6 enfants. En 2015, elle lance sa chaîne YouTube 8 Passengers. Le nom, c'est pour elle, son mari et ses 6 marmots à bord de leur voiture familiale. Au départ, la chaîne n'a rien d'exceptionnel. Ruby filme son quotidien, les devoirs, les lessives, les goûters. Mais avec une touche d'autorité, un fond de morale religieuse et une rigueur quasi militaire. Elle parle fort, elle impose et ça plaît. Le timing est excellent. On est en pleine explosion du phénomène des momfluencers. YouTube, en 2010, c'est des familles entières mises en scène dans leur salon. Les mamans blogueuses des années 2000 sont passées à la vidéo. Elles deviennent des marques à part entière. Et leur public, majoritairement féminin, les adore. Les vidéos de Ruby sont postées 5 fois par semaine. La production est millimétrée. À son apogée, 8 Passengers dépasse les 2 millions d'abonnés. La famille est invitée par Disney et reçoit des colis de marque chaque semaine. Blonde, mince, 6 enfants photogéniques, une maison parfaite dans l'Utah, elle incarne un idéal, une version édulcorée ultra blanche de la maternité américaine. Petit récap nécessaire sur les Mormons. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou LDS, se base sur le livre de Mormon, censé compléter l'Ancien et le Nouveau Testament. En France, la LDS n'est pas considérée comme une secte, mais elle est classée à surveiller. Dans les faits, des assos comme Lunatic s'alarment depuis longtemps de dérives, patriarcat rigide, emprise spirituelle, pression sociale. Être mormone, c'est un contrat. Pas de sexe hors mariage, pas d'alcool, pas de café, pas de contraception ni d'avortement. Mais là où c'est fascinant, c'est que ces femmes, elles ne s'en cachent pas, elles en font du contenu. Parce que promouvoir l'église fait partie de leur mission. Alors quoi de mieux que les réseaux? Laissez-moi vous présenter Aneya Mauer, candidate suisse. En 2017, elle participe aux Anges de la télé-réalité et enchaîne avec d'autres émissions comme Les Princes et les Princesses de l'amour. En mars 2023, elle s'installe quelques mois dans une colocation de jeunes femmes mormones dans l'Utah,
coup de cœur. Elle s'inscrit sur l'appli de rencontre Mutual destinée aux membres de la communauté. 5 ans après les anges de la télé-réalité, le 26 janvier, elle pose en robe de mariée aux côtés de son époux devant le temple de Bountiful. Mais Aneya n'est pas un cas isolé. Elle est le visage francophone d'un phénomène massif, les influenceuses mormones. Ou comment la LDS a su transformer sa rigueur morale en une vitrine aux couleurs pastel parfaitement marketée. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, pendant que leur mari charbonne, elles montrent tout. Leurs pavillons, leurs enfants assortis à la déco, leurs rituels familiaux, leurs repas bio, leurs accouchements naturels, parfois en direct. Les influenceuses mormones affichent une féminité retrouvée, qui serait selon elles mise en péril par des décennies de féminisme. On appelle ça la tradwife culture, un revival de la femme au foyer version années 50, boosté aux algorithmes. Et ces grands noms appartiennent très souvent à l'église mormone et nous viennent directement de l'Utah. Sur 3,5 millions d'habitants, cet état est peuplé de 2 millions de mormons. Il existe même un topic Reddit, Utah Influencer Drama, qui regroupe 31 000 abonnés. Parmi elles, et c'est ma préférée, Anna Neilman, alias Ballerina Farm, ex-danseuse devenue mère de 8 enfants, éleveuse de cochons et déesse de la crème fouettée maison. Avec 10 millions d'abonnés, elle cultive l'image d'un paradis familial mormon au milieu de nulle part. Jusqu'à ce que The Times révèle en 2024 les coulisses. Accouchement non médicalisé, mari autoritaire, carrière sacrifiée. Derrière les jupes à volant et les tartes maison, on retrouve souvent un discours politique bien marqué, des indices ici et là. Certaines d'entre elles sont proches de groupes ultra-conservateurs, comme Moms for Liberty, qui dénoncent l'endoctrinement progressiste dans les écoles américaines. Mais il n'y a pas que des tradwives. D'autres se tartinent de fond de teint orange, boostent leurs lèvres à l'acide hyaluronique et défendent une droite bling-bling sauce Donald Trump. C'est le cas des participantes de la télé-réalité Real Housewives of Salt Lake City. Dans ce programme, les téléspectateurs suivent le quotidien de 5 à 7 bimbos au foyer dans la capitale des Mormons, souvent d'ex-mormones d'ailleurs, ou des membres actuels de l'église. Mais comment expliquer que l'Utah est le principal fournisseur d'influenceuses lifestyle? Sur Reddit, certains cherchent des explications. Sauf que parfois, la mise en scène dérape. Certaines influenceuses LDS finissent par embarrasser l'institution. En 2022, Taylor Frankie Paul, 5 millions d'abonnés sur TikTok, révèle en live qu'elle pratique l'échangisme avec d'autres membres de sa paroisse. C'est ce scandale qui sert de point de départ à cette brillante télé-réalité, La vie secrète des femmes mormones sur Disney+. Le contenu de cette émission est délirant. Entre promos pour des sextoys et prières avant les repas, elle contourne tous les interdits de leur religion. Pas le droit à la drogue, alors elle multiplie les interventions de chirurgie esthétique pour pouvoir se shooter au gaz hilarant. Elle se passe des petites bouteilles d'alcool sous le manteau. C'est la famille Kardashian version Jésus-Christ. La série réalité alterne jacuzzi, lip fillers et crise conjugale. Dans cette vitrine Instagram des mamans mormones, Ruby Frankie s'est longtemps fondue dans le décor. Mais sous le vernis, un bootcamp. Sa fille aînée, Shari, le raconte dans son livre The House of My Mother. Elle avait 11 ans quand la caméra est entrée dans leur vie, et très vite, elle comprend. La gentille version de sa mère n'existe qu'à l'écran. Ruby était obsédée par l'image, et tout ce qui ne rentrait pas dans le cadre était puni. Ce mode de vie ultra-disciplinaire, on le distingue un peu dans ses vidéos de l'époque. Ruby Frankie impose à ses enfants de préparer leur lunchbox, leur repas pour le déjeuner à l'école. La petite dernière, 6 ans, doit aussi s'y coller. Et quand elle oublie, bah tant pis, elle crèvera la dalle. La mère blonde crie sur ses gosses, en permanence. Pour un documentaire diffusé en février 2025, la boîte de prod Hulu a mis la main sur des rushs non montés. Entre deux prises, face caméra, sourire vissé aux lèvres, Ruby Frankie hurle sur ses enfants. Comme toutes les momfluenceuses, chaque détail des vidéos de Ruby Frankie est scruté et disséqué par les internautes. À force de promouvoir sa petite vie idéale, elle n'a plus le droit à l'erreur. Et cette erreur, elle survient en mai 2020. Dans cette vidéo postée sur 8 Passengers, face caméra, la mère est hilar. Son fils de 15 ans, aux allures de quarterback blond, raconte pourquoi il n'a plus accès à son lit depuis 7 mois. Il dort sur un pouf. La raison ? Une mauvaise blague faite à son petit frère. Ses abonnés s'inquiètent. Une pétition circule sur la plateforme change.org pour que les services sociaux enquêtent sur la famille. Un internaute lance même son profil Insta pour épingler tous les mauvais comportements éducatifs de l'influenceuse aux 2 millions d'abonnés. Son nom, Everything About 8 Passengers. Le créateur de cette page se présente comme un ancien fan du clan Frankie. Chad, le fils aîné, file un mauvais coton. Il a son petit succès auprès des filles, il sèche les cours et finit par se faire virer de son école très stricte. Sa mère, Ruby, décide de lui dégoter un suivi psy. Avec le bouche à oreille, elle contacte Jodie Hildenbrand.
Cette thérapeute a la réputation de remettre les membres de l'Église dans le droit chemin. Pur produit de l'Utah, sourire bienveillant, cette quadragénaire est coach de vie certifiée, mormone pratiquante. Elle a fondé Connections avec un grand X, une entreprise de coaching conjugal et professionnel. Elle est aussi à la tête d'une boîte spécialisée dans l'addiction au sexe et au porno. Et son business cartonne. Sa maison à Evans, une petite ville du désert de 9000 habitants, lui aurait coûté 5 millions de dollars. Chad aurait bénéficié d'un stage de 7 semaines pour apprendre à survivre dans le désert au prix de 14 000 dollars. Sur sa page Instagram toujours active, les mots claquent. Responsabilité, alignement, discipline. Selon Jody, un enfant qui pleure n'a pas besoin d'amour, il a besoin d'être corrigé. S'il a peur, c'est qu'il manipule. S'il proteste, c'est qu'il ment. Le tout enrobé d'un discours ultra conservateur. Jody prend de plus en plus de place dans les vidéos de Ruby, qui lui fait une confiance infinie. Pourtant, l'Église l'a virée de sa liste de thérapeutes certifiés par les services familiaux mormons. Très vite, Jody prend toute la place dans le camp Frankie, au point que Ruby abandonne un de ses bébés, sa chaîne YouTube 8 Passengers, nom de son nouveau profil sur la plateforme Connections. Sur Instagram, ça sera Moms of Truth, mère de la vérité, qui distille des conseils sur la parentalité. On est alors en 2022. En légende de cette vidéo, l'adoration des enfants ne repose pas uniquement sur l'émotion que l'on ressent pour eux, mais aussi sur la perception et le comportement. Quand des parents prennent des décisions en fonction de la réaction de leur enfant, ils se laissent guider par l'enfant, au lieu d'être guidés par des principes ou des vertus. Se laisser guider par autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Ruby et la thérapeute Jody deviennent inséparables. Jody emménage dans la maison familiale. Chad doit quitter sa propre chambre pour la laisser à celle qu'on soupçonne d'être devenue l'amante de sa mère. Des nouvelles règles, toujours plus dures, sont instaurées dans le joli pavillon de l'Utah. Un jour de décembre, Ruby et Jody convoquent les enfants. Les deux plus jeunes n'auront pas de cadeau de Noël. Objectif, leur apprendre à ne pas être égoïstes. L'emprise commence à se dessiner et ça se voit sur le compte Instagram. En scrollant au fil des mois, des membres du clan Frankie disparaissent des photos de famille au sourire forcé. Ruby s'éloigne de son mari Kevin. Il est finalement expulsé de sa maison avec son fils Chad. L'influenceuse s'installe dans la même chambre que Jody. Une partie des enfants est peu à peu dispersée, certains confiés à d'autres membres de la communauté LDS, d'autres envoyés en camp éducatif. Ils n'ont plus le droit d'entrer en contact avec leur propre mère. Alors, dans la petite ville calme de Springfield, au creux des montagnes de la chaîne Wasatch, on s'inquiète. Les voisins des Frankie, tous membres de l'église, s'interrogent devant les volets de cette maison, toujours fermés. Parfois, Ruby part pendant 5 jours, laissant derrière elle ses 2 gamins, seuls. Une voisine appelle l'aîné, Shari, qui fait ses études à BYU, l'université de l'église mormone. Elle le raconte dans son livre « The House of My Mother ». Sa fille, Shari, appelle les services sociaux. La police frappe à la fenêtre, les enfants ont l'air d'aller bien, pas de signalement. Ruby embarque finalement ses 2 petits derniers. Ils s'installent à Evans, dans la luxueuse villa de Jody, plantée au milieu du désert. Evans, c'est une ville minuscule, désertique, à 1 heure de la frontière de l'Arizona. Un décor parfait pour disparaître. À l'intérieur, les règles deviennent des dogmes. Pas de nourriture sans autorisation. Pas de lit, les enfants dorment sur le sol ou sur des sacs de haricots. Pas de dialogue, toute question est suspecte. Toute émotion est une faute. Ruby filme même certains entraînements, des vidéos où les enfants doivent reconnaître leurs mensonges devant la caméra et promettent de faire mieux. Son petit dernier doit passer plusieurs heures dans le désert sans eau. Elle finit par raser la tête de sa fille à la tondeuse. Le 30 août 2023, le fils de Ruby réussit à s'échapper. Il est 10 h du matin. Il a 12 ans, il est pieds nus, squelettique, les poignets marqués par du ruban adhésif. Il court jusque chez un voisin, sonne, entre, demande de l'aide. On lui donne de l'eau, on appelle la police. Il raconte que sa petite sœur, qu'il n'a pas vue depuis 1 mois, est encore dans la maison. Ces images déferlent sur TikTok. Le petit garçon est pris en charge, les agents de police se précipitent chez Jody qui les accueille. Des placards verrouillés, des cordes, des plaies, une petite fille de 9 ans, prostrée, affamée, incapable de parler. Ruby finit par débarquer et se fait embarquer par la police. En garde à vue avec son mentor, Jody, elle ne dira rien. Sur la vidéo, son brushing blond impeccable, la maman préférée d'Internet, fixe le mur. Début 2024, le procès s'ouvre dans l'Utah. Cheveux lâchés, en larmes, menottée dans sa tenue rayée noire et blanche, Ruby Frankie plaide coupable, elle ne nie rien. La juge ne se laisse pas attendrir. Ruby Frankie et Jody Hildebrandt sont condamnés à 30 ans de prison chacune, sans possibilité de libération anticipée. Mais le plus fort, c'est le témoignage de Shari,
La fille aînée, aujourd'hui âgée de 20 ans. Dans son livre « The House of My Mother », elle détaille les violences psychologiques, les brimades quotidiennes, l'hyper-contrôle. Elle raconte la terreur, l'obligation de sourire devant la caméra, la punition si elle fronçait les sourcils ou regardait le sol. Elle parle aussi de la honte, celle de voir sa vie exposée, filtrée, monétisée. Ruby n'était pas ma mère, elle était le rôle de ma mère. Une mise en scène constante, une actrice qui s'est perdue dans son propre script. Shari se décrit aujourd'hui comme une victime du blogging familial. Devenue porte-parole des enfants exposés sur Internet, elle a réussi à faire passer une loi en Utah pour leur protection. À force de regarder des mères parfaites sur Instagram, on oublie qu'aucune ne l'est vraiment. Ruby Franke en est la preuve ultime. Elle n'était pas une exception. Elle était le produit extrême d'une époque, d'un algorithme et d'une idéologie. Celle qui transforme l'éducation en performance, sauf qu'un bon angle de caméra peut cacher l'enfer. Et tout de suite, on en parle avec nos invités. Bienvenue au Club Miquette, on vient de plonger dans l'affaire Ruby Franke. En 2023, la planète découvre avec effroi que la mère la plus lisse, la plus parfaite de YouTube, derrière ses tutos éducation positive et ses goûters faits maison, terrorisait en réalité ses 6 enfants. C'est une histoire d'emprise, de maltraitance et d'influence qui dévoile les failles d'un monde où tout, même l'enfance, peut devenir du contenu et un produit. Et pour parler du vernis des mamans influenceuses, 2 invités avec nous dans le Club Miquette. Judith Havas, tu as adapté, co-créé pour Disney+, le roman « Les enfants sont rois » de Delphine de Vigan, autour donc des enfants influenceurs et de la face sombre des réseaux. Une série qui a été portée par Dora Tillier et Géraldine Nakache, et qui donne très envie de ne pas mettre ces mômes à l'écran. Vraiment, vous réfléchirez avant de prendre vos enfants en photo quand vous verrez cette série. Marjolaine Coche, tu es journaliste spécialisée dans les pratiques numériques. Est-ce que ça te va comme description ? Ça me va. Tu as publié plusieurs enquêtes sur l'influence en ligne. Première question obligatoire. Marjolaine, tu travailles aussi avec Affaires Sensibles, l'émission de Fabrice Drouel. C'est quoi, chacune, le tout premier fait divers dont vous vous souvenez et qui vous a marqué gamine ou ado ? Le tout premier. Ouais. L'affaire Grégory. Oui. Tu te souviens de quand tu en as entendu parler Je sais plus exactement, mais ça m'avait glacé le sang. Ouais. Ouais, parce que t'avais quel âge à l'époque ? Je saurais pas dire, mais c'est de toute façon, dès qu'on touche aux enfants, c'est quelque chose qui résonne avec l'enfant qu'on est, ou alors même adulte, le parent qu'on est. Et toi, Marjolaine ? Je me sens très, très protégée parce que je ne me souviens pas de l'affaire Grégory et j'ai beau chercher, je ne vois pas lequel est le premier dont je me souvienne. Ouais. Et un qui t'a marqué particulièrement ? Un qui m'a marqué particulièrement, ça va être beaucoup plus tard. Ça va être la mort de Bérégovoy. Ah oui, on voit le côté politicien. Donc, non, c'est vraiment... c'est beaucoup plus sur le tard puisque j'avais une 12aine d'années à ce moment-là. Avant de plonger dans l'affaire et dans les affaires qui concernent ces mères influenceuses, est-ce que avant de travailler sur ces sujets-là et sur cette matière-là, vous vous intéressiez aux mamans influenceuses ou est-ce que vous avez découvert cet univers via votre boulot ? Judith ? Je m'y intéressais pas du tout, en fait. C'était... Je savais déjà, en postant un peu les photos de mes enfants, qu'il y a quelque chose qui était dangereux à cet endroit-là. J'évitais de le faire, tout en étant quand même assez... il y a le côté voyeuriste qui est très présent quand on regarde sur les réseaux sociaux les enfants de ses amis. Il y a effectivement à suivre l'évolution des enfants. Il y a quelque chose d'assez fascinant parce qu'il y a cette innocence, cette beauté comme ça de l'enfance. Et quand j'ai commencé à travailler à l'adaptation, déjà c'est ce qui m'a interpellée dans le roman de Delphine de Vigan. Et tout de suite, j'y ai vu un sujet qui était très, très, très moderne en fait, qui embrasse d'ailleurs, qui est plus large que l'exposition des enfants, qui est aussi notre rapport, nous, aux réseaux sociaux. Je rappelle le pitch de la série et donc du roman. Donc, la petite Kimi disparaît, elle a 6 ans et c'est une star d'internet via sa chaîne Happy Récré, qui est gérée par sa mère Mélanie Dior. L'enquête est confiée à Sarah Roussel, une flic chevronnée mais complètement étrangère au monde des réseaux sociaux. Et toi, Marjolaine, est-ce que tu t'intéressais à l'influence et aux mères influenceuses avant d'enquêter dessus ou c'est quoi ton rapport à ce contenu-là en dehors du boulot ? Alors, en dehors du boulot, moi, je suis devenue mère quand il y avait les blogs de maman.
Et j'ai beaucoup plus suivi des blogs finalement, et je suis passée un peu à travers les momfluenceuses que j'ai redécouvert. Du coup, je pense que je m'en suis détachée assez vite de tous ces blogs, etc. Et que du coup, j'ai découvert vraiment l'impact et la puissance de frappe de ces groupes familiaux qui pouvaient s'exposer sur les réseaux, avec ce côté monétisation surtout, qui est, oui, ils ont des cadeaux, mais en échange aussi, on est en train de monétiser l'image de ces enfants sans vraiment en prendre conscience. Ou alors, au départ, c'était très innocent, puis quelque chose d'autre s'est créé derrière, et découvrir cette mécanique en travaillant sur le sujet, là, pour moi, c'est devenu vertigineux, parce que c'était une part à laquelle on ne pense pas quand on scrolle, en fait, et qu'on les voit passer. Donc, d'un coup, ça prend une autre dimension, et on s'aperçoit de ce que ça peut signifier pour l'avenir de l'enfant aussi. L'affaire Ruby Franky, elle se concentre sur le vlogging familial aux États-Unis, mais en France, on a aussi des kidfluencers. Le roman de Delphine de Vigan ne le dit pas, mais il s'inspire de certaines chaînes. On peut citer celle de Swan et Neo. Judith, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots qui sont Swan et Neo ? Comment tu résumerais leur contenu à l'époque de l'écriture peut-être du livre et de l'écriture de ta série ? On s'est inspiré de effectivement cette chaîne-là, mais aussi d'autres, parce qu'il y en a plein. Et c'est vertigineux de se rendre compte à quel point il y en a plein. Ouais. En fait, il y a plusieurs choses qu'ils font. Il y a l'unboxing, c'est-à-dire qu'ils reçoivent effectivement de certaines marques des cadeaux, qui sont sous forme de cadeaux, ou des grands des cartons qu'ils ouvrent devant la caméra, et ils découvrent là plein de jouets de différentes marques, et ils doivent jouer la surprise, le contentement, comme si ce monde merveilleux rêvé par tous les enfants du monde était à leur portée, en fait. Et c'est le premier truc qui m'a intéressée, en fait, c'est comment du désir supposé de l'enfant, on nourrissait ces chaînes de jouets de marque. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi les parcs nationaux, les parcs d'attractions. Oui. Il y a les parcs d'attractions qui invitent ces familles à participer à des événements, ou les invitent simplement au parc pour que les enfants s'amusent. Et ils savent qu'il y aura des vidéos faites pendant ces moments-là, et c'est de la publicité. C'est vraiment la publicité, quoi. Et tout ça est un peu masqué par le jeu des enfants, par ces sourires qui sont parfois vrais, parfois des sourires de façade. Et voilà, qui sont en fait une sorte de mise en scène de l'intime de ces familles. Et comment tu as construit tes personnages, même si ça a adapté du roman de Delphine de Vigan? J'imagine que tu as dû bouffer pas mal de contenu de kidfluencers. Comment t'as travaillé sur ces persos? Quel travail de recherche t'as fait, en plus du livre? Dans le livre, il y a quand même déjà pas mal d'exemples des courses-poursuites dans un supermarché où il faut aller trouver tous les produits qui commencent par un F. Et donc, les gamins, ils courent partout et ils remplissent le caddie d'objets complètement disparates. Il y a plein de choses dont on s'est inspiré, mais en fait, nous, on voulait surtout parler d'où ça venait, en fait. C'est quand même la quête intime de ces deux femmes, et notamment la description de cette mère. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? La faille narcissique qui est à l'origine de la création de sa chaîne. Comment en fait tous les likes et tout l'amour qu'elle reçoit de ses followers sont en fait la nourrice, comble le vide affectif qu'il habite. Parce que dans la série, le personnage de la policière découvre tout ce contenu et est complètement choquée, parce qu'elle est passée, c'était un angle mort pour elle. Qui regarde ce contenu, Marjolaine? Et surtout, quel business c'est? Est-ce que ça engendre beaucoup d'argent? Quel business c'est, le business des kidfluencers en France? Et qui regarde leurs vidéos? Alors, si on regarde les commentaires, par exemple, chez Swan et Neo, ce sont des enfants principalement. Et c'est incroyable de voir à quel point, justement, les enfants ont accès à ces réseaux. Ils peuvent absorber des quantités comme ça de vidéos qui sont justement mal jouées en plus. Parce que on ne va même pas chercher à bien feindre la surprise. C'est pas grave. On est là pour...
il n'y a pas de mise en scène réelle, enfin, rien n'est vraiment travaillé, mais en tout cas, c'est pas grave, ça marche et ça va attirer les enfants qui sont avides d'aller voir. Je regardais justement où ils en étaient du côté de Swan et Néo hier. Bah, ils font encore des chasses à l'œuf, alors que il me semble que Néo maintenant a 20 ans. Ouais. Et du coup, voilà, même jeune adulte, il reste encore dans ce truc très enfantin de faire une chasse à l'œuf et puis d'avoir une centaine d'œufs autour de sa maison et on va aller les ouvrir et on va faire un déballage incessant comme ça de produits sans même réfléchir à la portée des gestes et de ce que ça signifie comme valeur qu'on porte vis-à-vis d'un auditoire qui est très très jeune, quoi. Et moi, ce qui m'intrigue beaucoup, par exemple, chez Swan et Néo, c'est ce côté-là, c'est de me dire, Néo, aujourd'hui, il a 20 ans, il continue à avoir ses vidéos enfantines, à tourner ses vidéos enfantines. Il a en même temps eu la tutelle de son frère. Enfin, ses parents sont partis en prison. C'est une histoire un peu compliquée chez eux. L'arnaque. C'est une autre arnaque qu'ils ont faite, mais qui les a emmenés en prison. Lui est devenu adulte très vite et responsable juridiquement de son frère, des sociétés, de la famille. Et en même temps, il doit tourner ses vidéos de gamin. Il doit rester dans cet univers enfantin. Il y a quelque chose de complètement contradictoire. Et je me dis, mais quand est-ce qu'il va faire la bascule? Et est-ce que la bascule ne peut se faire qu'à travers peut-être la naissance de son propre enfant? Je me dis, quelle est la suite pour lui, quoi? Et moi, je trouve ça fascinant et hyper c'est un engrenage, angoissant. C'est un engrenage financier. Je pense qu'il est pris là-dedans. Et puis, il y a aussi qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? C'est-à-dire que, en fait, est-ce qu'il a eu le temps pendant l'enfance de développer d'autres choses? Parce que c'est souvent des enfants qui sont harcelés à l'école, qui peuvent pas sortir en public parce qu'ils ont des millions d'abonnés, donc qui sont à la fois enfermés dans une identité ultra enfantine et qui sont privés d'enfance aussi et de sociabilité, en fait. C'est ça, le personnage de Kimi, c'est ça dans tout à fait, et encore elle est petite. Mais c'est vrai que quand ils grandissent, après, le rapport aux autres enfants, il est très, très complexe. Dans la série, il y a effectivement du harcèlement, on parle de ça. Mais on le voit aussi dans l'affaire Ruby Franky, où le fils aîné, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Influenceur. Oui. Comme s'il ne pouvait pas y échapper. Alors que c'est lui qui se rebellait, qui s'est rebellé en premier. C'est vrai que ça a été... Tu parlais d'engrenage financier. Est-ce qu'on a des chiffres, peut-être, Marjolaine, sur les revenus que ça peut engendrer? Je sais que... on parle parfois de centaines de milliers de dollars pour certaines familles d'influenceurs. On sait, par exemple, pour Calice et Athéna, lors de l'envoyé spécial, qui date maintenant d'il y a 7 ans quand même, à l'époque, ils faisaient entre 10 et 50 000 euros par mois. C'est quand même un chiffre d'affaires relativement conséquent. Et là, je pense que ça a dû réduire parce que ces enfants ont l'air de vouloir prendre du recul et donc il fait beaucoup, beaucoup moins de vidéos qu'à l'époque. Swan et Néo, comme ils avaient 6 millions d'abonnés, c'était autour de 100 000 euros minimum par mois. Donc en fait, c'est des chiffres d'affaires qui sont énormes. Et donc comment on s'arrête quand l'argent coule à flot comme ça? Et forcément, on a envie de demander aux enfants de continuer. Et c'est à soi-même d'avoir cette éthique vis-à-vis de ses enfants, de se dire... Là, pour son bien, il faut que j'arrête, même si c'est une manne financière. Et on voit bien que c'est très compliqué. Comment on peut être parent et tomber dans cette surproduction de vidéos et faire de sa fille, de son fils, un produit? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'il y a je sais pas, des traits communs à toutes les momfluencers? Comment vous analysez cette surexposition de ses propres enfants? Judith? J'ai l'impression que... c'est ce que je disais là à l'instant, c'est-à-dire ça démarre par peut-être une faille narcissique, quelque chose qui est un manque de reconnaissance, peut-être un manque d'amour. Dans la série, on a essayé de développer le rapport de Mélanie Dior avec sa propre mère. On voit qu'en fait, c'est sa petite fille qu'elle met en premier plan, mais c'est elle qui se nourrit plus de l'amour de ses followers, ça la comble, en fait. Il y a quelque chose comme ça on peut très bien... Par procuration, en fait. Le succès de sa fille. C'est vrai que ça devient un peu vertigineux, parce que plus il y a de personnes qui la suivent, plus elle en a besoin d'autres, en fait. Plus elle fait de vidéos. Et... après, toute sa libido passe par là, en fait. Le couple, il disparaît, puisqu'en fait, il n'y a que ça qui l'intéresse. On a essayé de montrer ça aussi dans la série. Dans le documentaire sur Ruby Franky, il y a aussi ça. Mais dans le couple, c'est très intéressant de voir cette similitude.
voilà, je pense ça vient de là. Et on peut tous se relier à ça parce qu'on trouve tous nos enfants magnifiques, on a envie de les prendre en photo, on a envie d'immortaliser tel moment et de le montrer aux autres. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui parle à tout le monde. Donc on peut très bien se relier à ces femmes. Et Marjolaine, tu penses quoi de la psychologie des momfluencers ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 catégories. Il y a la catégorie qui vient des parents, les influenceurs qui sont créés par leurs parents, comme c'est le cas typiquement, si on prend nos 2 duos historiques français qui sont Calice et Athéna et Swan et Néo, je trouve que ça se voit vraiment chez Calice et Athéna où le père est moteur. Lui-même, on sait qu'avant, il avait essayé déjà de percer en faisant des vidéos qui étaient très maladroites et qui lui reviennent en boomerang aujourd'hui dans la figure. C'est lui qui a poussé ses enfants. Et à l'inverse, Swan et Néo, on est sur quelque chose où c'est le gamin qui avait envie de participer à The Voice et la maman qui s'est dit on va le mettre sur YouTube parce qu'il a envie de chanter pour des auditeurs. Et donc là, ce sera sur YouTube, il aura son écran. Et en fait, l'engrenage commence comme ça chez eux aussi. Donc il y a 2 mécaniques. Il y a une qui vient des enfants, ou ça peut être des enfants qui, là dans ce cas-là, ont envie de chanter, ont envie de s'exposer, et les parents qui suivent, ou l'autre où c'est le parent vraiment qui est moteur et qui décide de créer quelque chose autour de ses enfants, qui perçoit un potentiel, quoi. Je ne sais pas s'il voit encore le potentiel financier, mais il perçoit un potentiel peut-être d'attraction et justement de retour d'affection grâce à ça, effectivement. Donc je pense qu'il y a vraiment 2 cas de figure qui se côtoient là-dedans. Oui, il y a ça. Puis après, une fois qu'ils sont dedans, les enfants ont envie de faire plaisir aux parents. Ouais. C'est ça, c'est comme ça et ça continue. Et selon vous, est-ce que quand on est une mère et qu'on met à ce point en scène ses enfants, comment on fait, toi comment t'as fait Judith pour faire de ton perso pas forcément un monstre, c'est-à-dire on a une certaine parfois empathie qui se dessine en regardant Les Enfants sont rois et en fait comment t'as voulu faire, t'as pas voulu tomber dans une binarité, c'est le monstre, c'est elle la coupable, comment t'as construit ce perso là? C'était vraiment très important pour nous qu'on puisse se relier à elle en fait, mais ça c'est aussi un principe de fiction, c'est-à-dire que pour déclencher une forme d'empathie envers les monstres, il faut quand même pouvoir qu'ils aient qu'on puisse se relier à eux. Et donc il y a quelque chose on voulait qu'on puisse s'attacher à ce personnage parce que pour que chacun puisse se remettre en question sa propre pratique des réseaux sociaux. Donc on voulait éviter le jugement justement. On voulait qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse se dire ok, on sait que ça va mal finir. Enfin, là, en tout cas, ça va mal finir. En tout cas, qu'elle va se faire enlever. C'est le début de la série. Mais on voulait aussi qu'on puisse se dire, par là, elle passe du temps avec ses enfants. Après l'école, elle s'occupe d'eux, elle veut leur faire plaisir, elle a l'impression que ça leur fait plaisir, elle a l'impression qu'ils sont contents eux-mêmes d'être aimés, d'avoir plein d'autres enfants qui les admirent. Donc il y avait ce côté-là qui était aussi un argument pour elle. On voulait aussi faire attention à ce qu'elle ne se rende pas complètement compte, elle n'est pas complètement consciente de ce qu'elle fait. Et puis cet enlèvement est évidemment quelque chose qu'elle se prend pleine poire et à partir de là peut commencer à se développer une remise en question, mais encore jusqu'au bout de la série on essaie qu'elle résiste à cette remise en question. Il y a une responsabilité des parents, mais il y a aussi une responsabilité des plateformes, évidemment, et du législateur. Marjolaine, est-ce que tu considères que toute cette sphère-là était un peu un angle mort médiatique pendant des années ? Est-ce que ça a été un Far West pendant trop longtemps ? Quand est-ce qu'on s'est vraiment intéressé médiatiquement et juridiquement à cette question des enfants influenceurs ? Alors, je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir un député qui s'est emparé de la question pendant 2 mandats, qui était Bruno Studer, qui, lui, a vraiment pris le sujet à cœur. Mais sinon, je dirais que si on a plus de 40 ans, on passe totalement à travers les influenceurs. Et ce phénomène, en fait, on ne se rend pas compte de l'importance et de l'impact qu'il peut avoir sur les plus jeunes. Je pense vraiment qu'il faut avoir envie de se pencher dessus pour comprendre. Parce il suffit qu'on ait une 50aine d'années, qu'on ne soit pas vraiment sur les réseaux, ou alors des vieux réseaux où il y a moins d'influenceurs. On ne comprend pas ce phénomène et on ne voit pas pourquoi ça aurait un impact sur les enfants, sur les adolescents. Alors qu'en fait, heureusement qu'il y a un prof d'histoire géo, puisque Bruno Studer, le député, l'ex-député, était prof d'histoire géo.
lui avait cette connaissance-là, avait compris qu'il y avait un enjeu et avait décidé de le porter et de faire des propositions de loi. Mais c'est compliqué parce que même en allant à l'Assemblée nationale pour porter ces sujets, eh ben, il a eu énormément de mal à les faire déboucher. Sa deuxième proposition de loi pour protéger le droit à l'image de l'enfant de l'année dernière, le Sénat retoquait systématiquement tous ces articles. Et il a fallu qu'il passe en force à la fin, à l'Assemblée nationale, pour imposer la proposition qu'il avait, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est, quand on est un sénateur, on n'a pas beaucoup d'intérêt pour ces sujets. On ne voit pas pourquoi on devrait rajouter des alinéas dans l'article de protection de la vie privée d'un enfant, quoi. Je vais vous faire réagir à une interview d'une mère influenceuse que vous avez peut-être déjà entendue. On s'imagine pas qu'il y ait des gens bizarres en fait sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on ne pense pas à ces gens, c'est vrai qu'il y en a bien sûr. J'ai pas l'impression qu'on met nos enfants en danger parce qu'ils apparaissent dans nos stories en train de faire une partie de football et tirer dans un ballon. C'est vrai que depuis que les enfants sont nés, on partage notre quotidien et aussi les gens derrière, ils t'envoient des messages, ils attendent qu'une chose, c'est de voir ton enfant. Voilà, des comptes fans également qui ouvrent des comptes spécialement pour mes enfants. Je suis maman de 2 enfants, une petite fille qui s'appelle Lee Wayne qui a 1 an et demi, un petit garçon qui s'appelle Mylon qui a 3 ans et demi. Mylon est né avec l'atrésie de l'œsophage, donc ça a engendré une trachéomalacie. Et du coup, les gens ont suivi tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le choix de partager ce qui se passe, parce que comme ils ont suivi là avant, tu peux pas disparaître du jour au lendemain, sinon, de suite, ils vont dire il y a eu un décès, il y a eu quelque chose. Mais non, je pense pas qu'ils se rendent compte. Ils sont trop petits. Moi, si mon fils, plus tard, il me reproche d'avoir mis sa vie médicale sur les réseaux sociaux, je lui expliquerai tout simplement que si je l'avais pas fait, mentalement et psychologiquement, c'était trop dur et je pensais que j'allais jamais y arriver. Et en fait, d'avoir partagé, ça m'a rendue forte. Les témoignages m'ont fait en arriver là. On espère que nos enfants... Alors, on vient d'entendre Jessica Thivelin, ex-candidate de télé-réalité, qui a 6 millions d'abonnés sur Instagram, dans un documentaire Enfants sous influence qui est sorti sur France 5 en 2022. Quelle est votre première réaction à cette archive-là ? Moi, je me dis que c'est triste parce que si autour d'elle, elle n'a pas un entourage qui lui donne la force d'affronter ça et qu'elle est obligée d'aller le chercher sur les réseaux, mince quoi. Oui, il faut aussi qu'elle se fasse aider, quoi. C'est terrible. Je pense que la loi devrait être mieux faite. C'est impossible que, je sais pas, 1 an et demi l'enfant, oui, c'est choquant. Ça, on appelle ça il y a un terme qui a été créé qui s'appelle le sharenting, la contraction de share. Donc, on dirait sharenting plutôt, de share et de parenting. Moi, ce qui me choque particulièrement dans ce qu'on vient d'entendre, c'est l'inconscience et de se dire je ne mets pas mes enfants en danger, alors qu'on sait que la moitié des photos et vidéos qui circulent sur des forums pédopornographiques sont au départ des images publiées par des parents sur les réseaux. Comment sensibiliser mieux les parents à ces questions-là ? Est-ce qu'il faut mettre carrément des lois en place pour empêcher les parents de mettre des photos de mineurs sur leur réseau, Marjolaine ? C'est ce qu'a essayé de faire Bruno Studer l'an dernier. Il est parti du principe qu'il fallait garantir le respect du droit à l'image de l'enfant. Donc il a il a étoffé la loi existante. Il n'a pas créé une nouvelle loi en mettant les termes vie privée, en demandant à ce que les parents soient d'accord l'un et l'autre et que si l'un n'était pas d'accord, l'autre n'ait pas la possibilité ou soit interdit de diffuser des photos. Ce qui est compliqué dans les faits à faire appliquer, parce que comment on fait ? Et on peut même demander à l'aide sociale à l'enfance ou à un tuteur de prendre en main la question du droit à l'image de l'enfant si on estime que son image est trop dégradée. Maintenant, la loi permet ça. L'application reste toujours très, très problématique dans ces cas-là parce que l'ASE, on sait très bien que l'aide sociale à l'enfance est déjà débordée avec des cas de violence matérialisée. Donc, une violence dématérialisée comme celle-là qui représente d'exposer son dossier médical comme c'est le cas là d'un enfant qui est en bas âge. Je pense que ça passe certainement dans le fond de la corbeille de tous les dossiers qu'ils ont à traiter, quoi. Après, c'est ça aussi, c'est quel moyen il y a en face et on sait très bien quelle est la réponse à ça, quoi. Et je sais qu'au cinéma, par exemple, ou en série, on peut faire tourner un enfant entre 6 et 11 ans 3 heures par jour. Donc déjà 3 heures par jour faire tourner un enfant pour faire des vidéos, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il sort de l'école, il est 16h30. C'est ça qu'on n'a pas dit, c'est que ça reste 3 heures de boulot, tournage après, c'est énorme. L'argent généré en plus par sa vidéo, bien sûr, elle va, donc même s'il y a une obligation de payer l'enfant sur un compte qui pourra toucher à 18 ans, on sait que c'est les sociétés des parents qui touchent la majorité.
c'est pas assez encadré. Il n'est pas assez contrôlé, en fait. Dans la série, nous, on a en fait développé le thriller de manière ludique, un peu haletante comme ça, et puis pour aller trouver, pour donner une réponse qui est qu'il y a un coupable à la fin. Mais on a fait attention en développant tout un tas de personnages secondaires à pouvoir se dire à la fin quand même que la responsabilité, elle est collective. On a développé un personnage qui n'était pas dans le roman, qui est la juge d'instruction, qui représente la justice française. On a aussi y a ce personnage qui n'est pas dans le roman, qui est le père de Sarah Roussel, la policière, qui lui est un militant qui s'insurge contre le système. Enfin, les personnages étaient présents, mais les parents étaient décédés dans le roman. On a aussi tout un tas de policiers qui ont chacun en fait leur avis autour de ce thème-là, pour se dire ok, qu'est-ce qu'on ferait à sa place, comment se positionner face à ce problème-là. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est effectivement collective. Celle des parents, elle est évidente. Interdiction pour moi d'accès à ces contenus avant, je sais pas, là pour l'instant c'est les réseaux sociaux, c'est 13 ans. Moi je montrais à 15 facile, l'accès au smartphone, enfin il y a plein de choses qui sont un peu de la responsabilité des parents. Et puis après il y a ces lois qu'il faut vraiment faire bouger, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et la plateforme alors, Marjolaine, est-ce que Instagram, Meta fait attention? Comment ça se passe en fait du côté des géants? Alors, ce que j'ai découvert en faisant des enquêtes sur le sujet, c'est que en fait, ils ont un accompagnement des influenceurs. Que par exemple, on a Instagram qui a des conseillers qui appellent les influenceurs, et ils vont pas leur demander de faire attention au contenu, mais ils vont leur proposer de thématiser leur contenu de manière à générer, parce que eux, quel est leur but? C'est d'avoir beaucoup de passages, beaucoup de visionnages. Et donc, pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut, en gros, ils disaient, vos publications doivent provoquer des pics. C'est-à-dire, en gros, c'est comme une histoire, il faut qu'il y ait un conflit, une résolution. Donc, vous allez monter en épingle. Ils ne le disent pas dans ces termes-là, mais en fait, c'est ça. Il faut qu'ils montent en épingle des polémiques qui vont générer des discussions et donc de l'engagement, et qui vont permettre d'avoir plus d'abonnés. Et derrière, on dégonfle et on passe à la suivante. Et en fait, Magali Berda a expliqué ça à ses stars de télé-réalité. Magali Berda, qui est la papesse... l'ex-papesse de la télé-réalité, qui représentait la majorité des candidats de télé-réalité. Elle avait ce discours-là, mais en fait, les plateformes ont ce même discours avec leurs abonnés, et YouTube a des formations aussi pour ces influenceurs. Et ils vont leur offrir un cadre pour mieux maîtriser déjà les algorithmes, et ensuite pour générer du passage, du flux. Donc, ils n'ont aucun intérêt à limiter le contenu, quoi qu'il en soit. Et une de mes sources me disait aussi qu'il était très compliqué de faire venir des gens de Meta, par exemple, en France, pour les auditionner. Oui. On a parlé de Swan et Neo, mais j'aimerais qu'on évoque Poupette Kenza, qui a été une des influenceuses, si ce n'est l'influenceuse la plus suivie de Snapchat en France. En juillet 2024, elle a été mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée. Poupette Kenza, elle filme son quotidien comme une télé-réalité. C'est une 50aine de snaps par jour. C'est monté jusqu'à 600. Ouais, donc voilà, 600 snaps par jour. Elle se filme en faisant ses courses, elle se filme en coiffant sa fille. Ce qui est intéressant aussi avec le cas de Poupette Kenza, et qu'on retrouve à chaque fois chez les mères influenceuses, c'est que les internautes ont un droit de regard sur l'éducation qu'elle va donner à ses enfants. Et il y a eu des appels à la police pour Poupette Kenza qui étaient accusés par des internautes de maltraitance envers ses enfants, parce qu'il y avait un bleu qui avait été vu sur une vidéo, parce que la gamine était mal tombée à un moment. Parce que son enfant a une fracture du crâne de 4 cm. Voilà. Bon. Est-ce que le revers de la médaille, c'est aussi ça, chez les mères influenceuses, c'est cette surveillance permanente de la part des internautes qui ont un droit de regard en fait sur leur intimité, sur le foyer en fait. Il y a même des vidéos qui sont faites pour ça, c'est-à-dire que la gamine va dans un magasin et on demande aux internautes de voter pour tel ou tel habit. Donc en fait, elle met en pâture ses enfants.
Mais il y a un droit de regard aussi sur la mère, du coup. Ouais, mais parce qu'il faut cette interaction, parce qu'ils ont besoin de cette interaction aussi pour que les vidéos fonctionnent. Il faut leur demander leur avis pour qu'ils réagissent et donc ça génère de l'engagement qui génère des revenus, en fait. Donc il y a un jeu qui est très pervers, quoi. Oui, bien sûr, parce que je sais qu'il y avait il y a des comptes fans, mais il y a aussi des comptes haters. On l'a vu pour Pet Kenza, on l'a vu pour Ruby Frankie aussi. Il y avait des pétitions qui, dès 2021, circulaient pour que les forces de l'ordre s'emparent du sujet. C'est ça aussi, quand on ouvre la porte de sa maison, il faut s'attendre aussi à ce que... On juge. Oui, c'est ça. Ouais. Je regarde juste... Oui, ce qui m'intéresse aussi chez ces enfants-là et chez les enfants influenceurs, c'est que quand ils grandissent, on en a un peu parlé tout à l'heure, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Ils restent influenceurs, kidfluencers, alors qu'ils ont plus de 20 ans parfois. Et maintenant, il y a un nouveau phénomène. Il y a de plus en plus de documentaires, de bouquins qui sortent parce que les kidfluencers qu'on a connus il y a 15 ans deviennent des adultes. Est-ce que maintenant, ils ne passent pas aussi au rôle de la victime ? Il y avait un papier du New York Times hyper intéressant qui disait, mais en fait, ils restent complètement surexposés, mais cette fois-ci en tant que victime. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu leur foutre la paix aussi à ces enfants-là ? Il y a un droit à l'oubli, je crois, quand même. On a le droit d'effacer. Ils ont le droit de demander à effacer tous les contenus s'ils ne sont plus d'accord après leurs 18 ans. Même avant, je crois. Ils ont le droit une fois s'ils veulent passer à autre chose, ils peuvent aussi tout effacer. Mais j'ai l'impression que ça leur demande un travail surhumain de faire ça alors qu'ils sont en train de se construire et que c'est tellement rajouté à la charge de ce que c'est de passer à l'âge adulte déjà que... quelle galère, quoi. Ouais. Il y a dans le livre de Delphine de Gigoin, elle parle du syndrome Truman. Est-ce que tu peux nous en parler, Judith ? Je ne sais plus exactement à quoi elle fait, mais peut-être c'est le Truman Show, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont filmés sous toutes les coutures, n'importe où, n'importe quand. En permanence sous surveillance, c'est ça ? Oui, et il y a quelque chose qui... c'est parce que c'est dans le roman se termine différemment de... La série, la folie les guette. C'est-à-dire qu'à partir du moment quand ils ont l'impression d'être surveillés de partout, ils n'ont plus aucun refuge, ils n'ont plus de chambre à soi. Donc ça développe la paranoïa. Enfin, c'est assez logique. Ils n'ont pas plus accès à leur intimité. Donc c'est impossible pour eux de se développer, de savoir qui ils sont vraiment. Est-ce qu'ils sont différents de l'image qu'ils renvoient sur les réseaux ? Est-ce que, Marjolaine, quand tu as commencé à proposer des sujets à des rédacteurs en chef sur la question des mères influenceuses ou des enfants influenceurs, est-ce que tu t'es pris des murs ? Parce que je sais que c'est le genre de sujet qui est assez méprisé et qu'il a fallu du temps. Ça a été un angle mort médiatique. Ah oui, mais je m'en prends encore. Hein. Ouais, comment t'expliques ça, en fait ? Beaucoup de snobisme, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de snobisme autour de ce sujet-là. Vraiment, moi, j'ai été étonnée de voir mes sujets écartés parfois avant des comités de lecture parce que on va pas prendre du temps pour les influenceurs parce qu'on en parle déjà assez. Je suis désolée, mais en fait, on n'en parle pas sous l'angle de l'écosystème, c'est-à-dire ils créent un monde parallèle, ces gens-là, en fait, qui ont leur propre code et aussi leur propre code économique avec leurs propres valeurs hyper individualistes et hyper capitalistes. Et en fait, ils sont en train d'infuser des valeurs auprès des plus jeunes qui sont ces valeurs-là. Et en fait, pour demain, moi, je me projette sur les politiques publiques de demain et je me dis, mais est-ce que demain, on va préférer faire des cagnottes pour aider des personnes ciblées qu'on connaît et qu'on veut soutenir, plutôt que de payer notre dû pour la communauté, c'est-à-dire la sécurité sociale, l'éducation publique, etc. En fait, les retraites qu'on voit par exemple en ce moment, c'est vraiment des sujets, moi, où je me dis, l'impact sur la vie de demain peut être très très fort parce qu'ils sont biberonnés à ces valeurs individualistes. J'avais une chercheuse qui m'expliquait, elle me disait, mais quand on met en valeur quelque chose, un influenceur met en valeur quelque chose, ça va être individualiste. Même le sport, vous n'aurez jamais de sport co promu par un influenceur. L'influenceur va mettre en avant ses capacités à faire du footing, à aller faire de la muscu, etc., et à montrer sa progression personnelle. C'est jamais au sein d'un groupe. Et ça véhicule quelque chose, déjà, rien que ça. Et puis en plus, tous les comptes masculinistes qui se développent, il y a des choses, les idées terribles qui se propagent aussi chez les adolescents. Il y a forcément énormément de paradoxes en plus, parce que c'est un moyen de communication qui est très consumériste et qui s'appuie pour
être financé, finalement, il faut vendre des produits, il faut être présent, il faut voyager beaucoup. Et en fait, tout ça, c'est très consumériste et ça veut dire que ça va aussi véhiculer ça. C'est pas du tout réfléchi sur le plan politique de la part de ces souvent très jeunes influenceurs. Mais en fait, je dis jeunes, mais il y en a beaucoup en fait qui sont aussi. On voit des influenceuses de 40 ou 50 ans qui vont par exemple avoir parler cuisine et parler nourriture. En fait, les problématiques sont exactement les mêmes, je trouve, sur ce qu'elles peuvent véhiculer. Et quelle maternité les mères influenceuses sur lesquelles vous avez travaillé proposent, en fait? C'est quoi l'image de la maternité qu'elles diffusent auprès de leurs abonnés, généralement? Alors moi, vraiment Ruby Franky, je trouvais que ça se voyait bien dans le docu. C'est une éducation mormone, donc très stricte. Donc les enfants doivent respecter des règles très précises au quotidien. Mais il faut qu'ils soient un peu fous, il faut qu'ils fassent le show dès que la caméra s'allume. Et ça peut être plusieurs fois par jour où elle va allumer, où il faut parler à la caméra, il faut sourire sur commande. Et donc on voit cette espèce de schizophrénie qui se crée où ils savent plus à quoi s'en tenir. Et c'est comme ça certainement qu'elle arrive aussi, pas seulement sous l'influence d'une psychologue qui vient lui dire « tes enfants sont possédés », mais je pense qu'elle-même, elle commence à croire que ses enfants sont possédés parce qu'ils savent plus à quoi s'en tenir et ils déraillent. Parce que, et quand elle dit ils sont égoïstes, ils n'arrivent pas à voir plus loin que ce qui les concerne eux. Mais en fait, ils savent plus à quoi s'en tenir parce que d'un côté, on lui dit à cet enfant qu'il faut faire le ménage avec sa mère, qu'il faut respecter les règles, et de l'autre, à un moment, il peut complètement être déjanté parce qu'il faut faire des vues sur YouTube. Comment ils s'y retrouvent, quoi? Surtout à des âges, quand ils ont moins de 10 ans, comme les petits qu'elle estimait, possédés. Là, c'est un problème derrière, quoi. Et au niveau de la maternité, on a l'impression que c'est cette mère parfaite qui fait des gâteaux maison. Enfin, il y a aussi ça que je trouve qui est très marquant chez ces mères-là. C'est une image quand même très rétrograde aussi de la maternité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Judith, mais... Oui, tout à fait. Quand l'enfant est mis au premier plan, et c'est sur l'éducation des enfants, donc la mère, elle est présente, elle fait la cuisine. En même temps, elle doit être très, très belle, maquillée, coiffée. C'est sa fille ou son fils pareil. Il y a quelque chose qui soit accompli, qui fasse telle activité. Et elle est au service de cette image-là, effectivement. Pour finir notre discussion, est-ce que vous auriez une recommandation, je vous ai demandé de plancher là-dessus, un livre, une série, un docu, même un album, je ne sais pas, autour du thème donc, des mères influenceuses, des enfants influenceurs? Qu'est-ce que ça vous inspire comme conseil, Marjolaine, peut-être? Alors moi, j'ai regardé dernièrement, mais j'ai oublié de noter le titre du documentaire sur les enfants influenceurs sur Public Sénat qui montrait différents profils et qui montrait justement le rôle de certains parents qui décident de monter en épingle en fait parce qu'aujourd'hui maintenant je trouve qu'on a un peu le recul quand même et que quand on se lance là-dedans volontairement c'est que vraiment on a une visée financière quoi. On voit notamment dans ce documentaire une maman mettre en avant ses 2 jumelles en faisant toutes les semaines il y a la photo de l'outfit des vêtements qu'elle porte et elle crée quelque chose de complètement fictif factice autour de ses enfants et on voit que les enfants déjà là sont capables de dire oui, ça fait plaisir à maman, mais on va pas faire ça toute notre vie. Et il y a quelque chose d'assez marquant dans les différents profils qu'ils ont trouvés qui montrent que ça peut venir des enfants ou des parents et que ça demande quand même de gérer à chaque fois l'interaction avec des abonnés qui vont avoir leur mot à dire et qui vont influer, qui vont peut-être perturber aussi les enfants dans leur croissance, dans leur évolution. Donc ça, c'est troublant. Public Sénat, c'est ça? Ouais. Okay. Et toi, Judith? J'ai pas vraiment sur ce sujet-là, j'ai pas vraiment d'exemple. On va regarder ta série déjà. Voilà, les enfants sont quoi sur Disney+. Exactement. Et moi, je vous conseille un documentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Netflix, qui s'appelle « Mauvaise influence, les dérives du kidfluencing ». C'est une série docu en 5 épisodes qui revient sur le Squad. C'est un groupe d'enfants influenceurs qui émerge dans les années 2020. Une bande de pré-ados qui proposent des défis, évidemment, des danses, etc. Et au centre de ce groupe, il y a Piper Rockell qui a 9 ans
et qui est complètement victime de sa mère, qui veut faire d'elle une star. Et on se rend compte que la mère a une influence quasi sectaire sur ce groupe d'enfants, des enfants qui vont parfois tourner pendant 14 heures, et des enfants qui engendrent des centaines de milliers de dollars. Piper gagnait $600,000, enfin sa mère du coup, gagnait $600,000 par mois à l'apogée de la célébrité de sa fille. Donc je vous le conseille vraiment. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup Judith. Merci Marjolaine.